Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 19 mai 2026 et notre cher ami, le professeur Marandi, est avec nous. Bon retour parmi nous, professeur. Bonjour Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un vrai plaisir. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on est censé comprendre du conflit entre l'Iran et les États-Unis? Donald Trump a annoncé qu'il avait annulé l'attaque contre l'Iran qui devait avoir lieu aujourd'hui. Et comme l'Arabie saoudite, le Qatar et d'autres pays du Golfe lui ont demandé de ne pas frapper l'Iran, c'est pour ça qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Alors, quelle est l'évaluation du côté iranien? Et qu'est-ce qu'on sait des forces américaines présentes dans la région? Eh bien, les Américains ne prennent certainement pas leurs décisions en fonction de ce que demandent les Émiratis, les Qataris ou les Saoudiens. Je veux dire, si les Saoudiens et les autres avaient fermé leur espace aérien, là, ce serait une autre histoire. Si tous ces pays disaient non aux États-Unis, en disant « Vous n'aurez pas le droit d'utiliser notre espace aérien, notre territoire ou nos eaux », ce serait une toute autre situation. S'ils disaient « Vous devez quitter nos pays, nous voulons entretenir des relations pacifiques avec nos voisins », là oui, ce serait un scénario complètement différent. Mais sur la base de simples demandes, ça ne changera rien de vraiment significatif. Souvenez-vous, il y a 2 ou 3 semaines, quand ils ont mené cette opération près du détroit d'Ormuz. Quand elle a échoué, ils ont dit que les Pakistanais leur avaient demandé d'y mettre fin, parce qu'on était, soi-disant, proche d'un accord ou quelque chose comme ça. Évidemment, ça n'avait rien à voir avec le Pakistan. Ce n'est pas à la demande du Pakistan qu'ils ont arrêté une opération militaire majeure, censée rouvrir le détroit d'Ormuz pour les navires que les Américains voulaient faire passer. Ce n'était clairement pas le cas. L'opération a simplement échoué. Maintenant, pour ces 3 pays, soit ils ont adressé une demande à Trump, et c'est pour ça qu'ils retardent les choses. Et dans ce cas-là, ça veut dire que les calculs restent exactement les mêmes. En d'autres termes, ce qui devait se passer, disons aujourd'hui, se produira probablement dans 2 ou 3 jours. Si ce n'était pas fondé sur leurs calculs, si ce n'était pas lié aux demandes de ces 3 pays, comme dans le cas du Pakistan que j'ai mentionné tout à l'heure, eh bien cela ne change pas les calculs. D'après ce qu'on observe dans la région, les mouvements de troupes et de matériel aux Émirats, en Arabie saoudite, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie et du côté du régime israélien, les Iraniens estiment que le risque de guerre est très élevé. Le risque d'une attaque majeure contre l'Iran est très élevé. Et depuis 2 ou 3 jours, ils sont en état d'alerte maximale. Et cela dure déjà depuis 2 ou 3 semaines. Ces 2 derniers jours, plus encore qu'avant, ils surveillent en permanence les mouvements. Donc en réalité, rien n'a vraiment changé. Si on part du principe que Trump va effectivement attendre quelques jours, il parle de 2 ou 3 jours. Et si on suppose qu'il est sincère, qu'il ne lancera pas une attaque surprise aujourd'hui, ce que je pense personne en Iran ne jugerait impossible, ni ne négligerait de préparer, alors il n'y a plus qu'à attendre. Mais on ne devrait même pas attendre 3 jours, disons plutôt 2 jours, 2 jours après la nuit dernière. Après ça, on peut être assez sûr, d'après ce qu'on observe en ce moment, qu'une offensive aura lieu. Est-ce que ça veut dire qu'elle aura forcément lieu? Non. Mais d'après ce que je comprends, l'évaluation actuelle, c'est que les risques d'une attaque contre l'Iran et le peuple iranien sont élevés. Le New York Times a rapporté que l'Iran s'est largement réorganisé et se prépare à une nouvelle guerre, prêt à tirer des centaines de missiles et de drones par jour. Et cette évaluation vient bien du New York Times. On sait ce que ça vaut. Mais du côté iranien,
comment voit-il le conflit? Si la guerre éclate, elle viendra des airs. Ce serait le même type de stratégie que lors de la première et de la deuxième phase du conflit. Encore une fois, ça dépend. Les Américains ont aujourd'hui dans la région des capacités qu'ils n'avaient pas auparavant pour des opérations terrestres, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer des îles ou même le continent. Ils peuvent aussi mener une autre opération, comme celle près d'Ispahan, qui a échoué parce qu'il ne s'agissait pas de sauver des pilotes ou quoi que ce soit de ce genre. C'était une opération pour extraire l'uranium de l'Iran. Donc, les Américains disposent maintenant de moyens dans la région qu'ils n'avaient pas avant, et ils peuvent lancer une attaque terrestre. Ils ont financé des groupes terroristes à l'intérieur de l'Iran, les restes de ceux qui ont mené les assauts militaires des 8 et 9 janvier. Ceux où les Américains continuent de dire que 40 millions de personnes ou 40 000 ont été tuées, peu importe. Ces terroristes, leurs restes, ils sont en train d'être préparés. Mais aussi, à la frontière avec le Pakistan, Daesh, eh bien, les Takfiris, les wahhabites salafistes Takfiris, financés par les services de renseignement occidentaux et le régime israélien, eux aussi sont en train d'être préparés. Et au Kurdistan irakien, ils se préparent également. Certains disent qu'environ 5000 personnes, ces terroristes, sont en cours de préparation. Donc, il y a plusieurs scénarios possibles. Ce sont ces capacités-là que la partie iranienne est en train de préparer, et elle pourrait faire partie d'une opération plus large. Mais il faut aussi dire que les États-Unis rencontrent aujourd'hui certaines difficultés qu'ils n'avaient pas auparavant. L'une d'elles, comme on a déjà parlé dans votre émission, c'est la météo. Il fait de plus en plus chaud dans la péninsule arabique. Et s'il y a une attaque, alors les infrastructures vitales de l'Iran seront visées, ce qui est tout à fait possible. Ensuite, quand l'Iran ripostera, cela pourrait bien mettre fin à ces régimes. Par exemple, si l'Iran frappe les infrastructures essentielles des Émirats, leur électricité, leur eau, alors tout le monde aux Émirats devra partir. Ils devront aller à Oman. Ils devront fuir. Le pays s'effondrerait complètement. Et c'est la même chose pour les 5 autres. Donc tout le monde devrait immédiatement partir. Ces petits pays, sauf l'Arabie saoudite, mais tous les autres devraient fuir. Et ce serait vraiment la fin de ces régimes. Et je pense que cela signifierait en gros qu'une dépression économique mondiale, bien pire que celle de 1929 dans les années 30, serait inévitable. Le deuxième point, le deuxième désavantage pour les Américains. Alors, les avantages, c'est qu'ils ont déployé des troupes au sol, qu'ils ont apporté des capacités et qu'ils ont financé leurs groupes armés, comme je l'ai expliqué. Mais un autre désavantage, c'est qu'ils n'ont plus les mêmes stocks de munitions que la dernière fois. Comme vous le savez, et comme vous l'avez déjà dit, vos autres invités l'ont aussi souligné. Les États-Unis manquent sérieusement de munitions, surtout pour certains types essentiels qu'ils aimeraient utiliser. Donc, une offensive de 39 jours contre le peuple iranien serait impossible à mener avec les réserves actuelles. Certaines munitions sont en pénurie critique, d'autres simplement faibles, mais 39 jours, ce n'est pas faisable. En revanche, les Iraniens, eux, ont cette capacité. Et c'est justement ce dont les Américains devraient s'inquiéter. Les Iraniens ne vont pas forcément arrêter la guerre au moment où ils estimeront ne plus pouvoir la poursuivre. Ils l'arrêteront quand ils jugeront que l'autre camp a été suffisamment puni. Les capacités de l'Iran en matière de missiles, de drones et d'autres armements sont bien supérieures à celles des États-Unis, parce que l'Iran fabrique ses armes depuis des décennies. Et l'industrie militaire iranienne n'a rien à voir avec celle des États-Unis, où il s'agit surtout de faire de l'argent.
où les entreprises, vous savez, encaissent des milliards et ne produisent rien, ou alors du matériel hors de prix avec très peu de munitions. Les Iraniens, quand ils fabriquent des missiles, ils les produisent, vous savez, les uns après les autres. Donc, dans toutes ces villes souterraines, il y en a plein, remplies de missiles. Et beaucoup de ces villes souterraines n'ont même pas encore été utilisées. Autrement dit, l'Iran ne manque pas de puissance de feu. Comme je l'ai déjà expliqué dans quelques-unes de vos émissions précédentes, au début de la guerre, les Iraniens utilisaient surtout leurs anciens drones et leurs vieux missiles. Mais ce qu'ils produisent maintenant, ce sont de nouveaux drones et de nouveaux missiles. Rappelez-vous, plusieurs choses se sont passées depuis, et l'article du New York Times devrait nous rappeler ce qui s'est produit après la guerre de 12 jours. Après cette guerre, l'Iran a tout repensé et beaucoup de ses bâtiments ont été vidés. Une grande partie de leurs équipements high-tech a été retirée des endroits où ils se trouvaient pour les préserver en cas d'attaque. Et beaucoup d'installations iraniennes ont été déplacées sous terre. Donc, une grande quantité de matériel coûteux est maintenant cachée un peu partout, dans des lieux où il ne peut pas être bombardé. Et beaucoup de ceux qui sont essentiels à l'effort de guerre se trouvent dans des usines souterraines pour continuer à produire. Autrement dit, les Iraniens peuvent facilement tenir plus longtemps que les Américains. Il n'y a aucune logique là-dedans, comme on en parlait avant l'émission. La politique américaine envers l'Iran n'est pas logique. Le blocus, oui, il va faire souffrir les Iraniens. Il les fait souffrir en ce moment même, mais les Iraniens tiendront plus longtemps que les Américains. Et l'économie mondiale va décliner. Sur le plan militaire, oui, les États-Unis et le régime israélien, quand ils frappent le peuple iranien avec l'aide de nos voisins, ils nous font du mal. Mais nous leur survivrons. Pourtant, on pense toujours que les États-Unis n'adoptent pas une approche rationnelle. Et comme ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent, ça fait presque 3 mois maintenant. Et si les 39 jours de guerre avaient été un succès, alors pourquoi Trump a-t-il commencé par exiger une reddition sans condition, pour finalement, au 39e jour, accepter le plan iranien en 10 points comme base de négociation? Si le blocus fonctionnait vraiment, alors pourquoi ont-ils tenté de rouvrir le détroit d'Ormuz avec une opération il y a 2 ou 3 semaines? Si le siège se passe toujours bien, alors pourquoi Trump prépare-t-il une nouvelle attaque contre l'Iran? Encore une fois, d'après ce que je comprends, et selon l'évaluation de personnes que je considère comme raisonnables et rationnelles, des gens dont j'ai beaucoup appris, vos invités, mais aussi d'autres amis, cette opération va être un nouvel échec pour les États-Unis. Mais la différence, c'est que cette fois, l'économie mondiale est dans une situation très fragile, bien plus vulnérable qu'avant. Et si Trump continue sur la même ligne, je pense que cela le détruira lui, sa présidence, son parti et l'hégémonie américaine. Y a-t-il un moyen pour l'Arabie saoudite et le Qatar de rester en dehors de la guerre si elle reprend? Eh bien, s'ils restent en dehors de la guerre, ça voudrait dire que les Américains ne pourraient plus utiliser leur espace aérien, leur territoire, rien du tout. Ils devraient partir. Il ne devrait plus y avoir de troupes sur leur sol. Ce n'est pas ce qu'on observe pour l'instant. Il y a une présence américaine énorme. Certains moyens des États-Unis ont été déplacés plus loin pour des raisons de sécurité, mais ils ont encore beaucoup de ressources dans la région. Mais oui, si ces 5 pays disaient aux Américains « Vous ne pouvez pas faire la guerre à l'Iran en utilisant notre territoire, ni nos capacités », alors la guerre ne serait pas possible, parce que, d'un point de vue logistique, ce serait très difficile pour les Américains de mener même des frappes limitées.
Oui, ça ferait une vraie différence, mais je ne pense pas que ça va arriver. D'après ce que je comprends, et je peux me tromper, ce n'est pas que les Saoudiens, les Émiratis ou les Qataris aient dit « vous ne pouvez pas utiliser notre territoire ». Ils ont plutôt demandé à Trump de retarder un peu pour voir si une solution pouvait être trouvée. Ce n'est pas un gros problème, ça ne va pas changer la situation. Ça rend juste les choses un peu plus compliquées pour les États-Unis. C'est vrai, parce que ça veut dire 3 jours de plus de pénurie dans le monde, 3 jours de plus à l'approche de la chaleur, 3 jours de plus pour les soldats américains dans des conditions très inconfortables, dans une situation très difficile, et 3 jours de dépenses supplémentaires pour l'armée américaine. Et certains pensent que l'armée américaine a dépensé bien plus, bien plus. Enfin, selon certains calculs faits en Iran, les États-Unis auraient dépensé largement plus de 200 milliards de dollars. Pas 25, pas 50. D'ailleurs, aujourd'hui même, quelqu'un me montrait un calcul à ce sujet. Et ça n'a rien à voir avec le prix du pétrole ou quoi que ce soit d'autre, mais selon leurs propres estimations, le coût de cette guerre est bien plus élevé. Mais bon, chaque jour rend la situation un peu plus difficile, sans que ça change vraiment grand-chose. C'est quelque chose que Trump peut faire. Il peut dire « Regardez, je fais un pas supplémentaire pour la paix ». Et plus tard, il pourra, vous savez, lancer son offensive. Donc, les calculs à Téhéran, eux, n'ont pas changé. On sait que si Donald Trump parle de la guerre, c'est parce qu'ils veulent pousser l'Iran à adopter une nouvelle position ou à accepter les conditions de Washington. Mais comment est-ce possible, avec l'état d'esprit qu'on voit à Téhéran? Nous, on sait ce qui se passe. Beaucoup de gens, eux, ne savent pas ce qui se passe en Iran. Ils veulent comprendre quelle serait la position du gouvernement si la situation s'envenime, si de nouvelles attaques ont lieu. Pas du côté des États-Unis, mais si les Israéliens, eux, reviennent dans la guerre. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que ça va forcer l'Iran à bouger? Non. Et même si les Américains réussissaient à assassiner à nouveau des dirigeants iraniens de haut rang, ce qui, franchement, est déjà étrange rien que d'en parler, le fait que ce soit devenu la nouvelle norme, où le régime sioniste et le régime Trump peuvent simplement tuer des gens, envahir des pays, menacer de prendre le contrôle de Cuba ou prendre le Venezuela en otage, c'est incroyable de voir jusqu'où ils ont entraîné le monde en à peine 1 an et demi. Les États-Unis ont toujours été très sinistres, ce régime. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde complètement sans loi. Et même si les États-Unis et le régime sioniste réussissaient, disons, à éliminer ou à assassiner nos dirigeants, d'autres dirigeants se lèveraient aussitôt. Ça ne changerait absolument rien. Les prochains, disons, niveaux de dirigeants seront les mêmes. Ils ne comprennent tout simplement pas l'Iran. Et en ce moment, pendant ces 3 derniers mois, de nouveaux dirigeants sont arrivés. Ils sont maintenant au courant, ils connaissent la situation. Et à leur tour, ils ont leurs propres adjoints. Leurs adjoints sont des gens qui pensent comme eux. Alors quoi? Ils vont en éliminer un autre? Rien ne va se passer. Tout ce qu'ils vont faire, c'est s'enfoncer encore plus dans le trou qu'ils ont déjà creusé. Rien ne changera en Iran. En fait, tout ce qu'ils ont réussi à faire pendant cette période, c'est montrer à quel point les dirigeants iraniens sont solides. Parce que pendant cette guerre à Nima al-Khorshid, personne n'a démissionné. Personne n'a quitté son poste. Tout le monde, qu'il soit militaire ou civil, est resté à sa place. Personne n'est parti se cacher avec sa famille quelque part dans le nord de l'Iran, dans la forêt à Sambila ou ailleurs. Tout le monde était au travail. Tout le monde, vous voyez. Et ceux qui ont été martyrisés ont été immédiatement remplacés. La personne suivante a pris la relève, puis ses adjoints sont montés en responsabilité. Et depuis des décennies, les Américains essayent
à travers leurs médias persans, de convaincre les Iraniens que l'État, ce qu'ils appellent le régime, serait séparé du peuple. Mais en réalité, on a vu de façon disproportionnée des commandants et des personnalités influentes tomber en martyrs, puis être aussitôt remplacés par d'autres, qui à leur tour ont été martyrisés. Alors les gens voient bien que ces hommes et ces femmes paient un prix très lourd, et pourtant, ils restent fermes. Ce que les Américains ont fait, sans vraiment s'en rendre compte, et le régime israélien aussi, c'est qu'ils ont renforcé la crédibilité et la légitimité de la République islamique aux yeux de son peuple et dans le monde entier. Parce que vous savez, les gens à l'extérieur de l'Iran regardent et se demandent « Mais quel est ce pays? Qui sont ces gens capables de tenir tête à une superpuissance de cette manière, de donner leur martyr et pourtant de rester aussi fermes ?» Alors oui, évidemment, ça cause des dégâts à la société quand des élites sont assassinées, quand des scientifiques sont tués, quand des commandants militaires tombent en martyrs. Mais en même temps, cela a créé un certain lien au sein de la société iranienne, un lien qui la rendra beaucoup plus forte dans les mois et les années à venir. Est-ce que cela veut dire que les Américains ne pourront pas, je ne sais pas, mener des attaques terroristes en Iran? Bien sûr que si. Est-ce que cela veut dire que dans les semaines ou les mois à venir, ils ne tenteront pas de provoquer des émeutes ici ou là? Bien sûr qu'ils essaieront, et ils le feront, comme ils l'ont déjà fait par le passé. Et chaque fois qu'il y aura une émeute quelque part, à cause d'une pénurie qu'ils auront eux-mêmes provoquée ou un attentat, ils diront que le régime est sur le point de s'effondrer. Ce sont les fameux « ça y est, tout s'effondre ». Mais non, ça ne s'effondrera pas. En réalité, c'est l'inverse qui s'est produit. L'Iran est aujourd'hui bien plus fort et il tiendra bon pendant cette période de crise, quoi qu'il arrive. À mon avis, tous leurs calculs étaient faux. Comme je vous le disais avant l'émission, tout ce que les Américains ont fait a affaibli les États-Unis et le régime israélien. Et le régime israélien a sacrifié les États-Unis pour servir ses propres intérêts égoïstes. Mais en réalité, ce régime agit contre ses propres intérêts. Certaines de leurs actions peuvent sembler logiques, prises isolément, mais si on les regarde dans leur ensemble, toute cette politique est incohérente. Par exemple, éliminer un commandant peut paraître logique, mais la façon dont tout cela a été orchestré n'a fait que renforcer la République islamique d'Iran. Cela a rendu les forces armées plus crédibles. Cela a aussi renforcé la crédibilité de ceux qui dirigent le pays aux yeux du peuple. Donc, s'ils continuent dans cette voie, tout ce qu'ils font, c'est consolider encore davantage ces liens. Mais ils continueront à se tromper dans leurs calculs. Une action particulière peut sembler logique à un certain niveau, mais quand on prend du recul, on voit que tout ce qu'ils ont fait n'a servi qu'à renforcer l'Iran et mettre la République islamique, l'axe de la résistance. Et cela a aussi transformé les gens à travers le monde, sans parler de nombreux jeunes en Iran qui, auparavant, n'avaient aucun intérêt pour tout ça. Certains de mes étudiants, totalement indifférents à la politique, eux aussi ont changé. Donc, tout ce que font les États-Unis, et la raison pour laquelle cela ne profite pas non plus au régime israélien, c'est que l'influence de l'Iran ne cesse de grandir. Et puis, les alliés d'Israël, tous ces régimes qui sont liés au régime israélien, sont affaiblis à cause de Gaza, à cause de ces guerres. Donc, s'ils pensent que le statu quo dans la péninsule arabique va rester le même, peut-être. Mais ce n'est pas quelque chose de prédéterminé. Je pense que tout ça repose sur l'égoïsme de Netanyahou, sur ses propres intérêts personnels. Et ce que je disais la dernière fois que j'étais dans l'émission s'est avéré juste. J'avais dit que Netanyahou avait révélé son voyage aux Émirats pour servir ses propres intérêts. Maintenant, on entend dire que le chef de l'opposition devait y aller à la place. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais ce n'est pas comme si Netanyahou agissait pour le régime israélien.
Ce n'est pas comme si ces gens travaillaient pour les intérêts du projet sioniste. Il agit pour lui-même. Et je pense que toutes ces politiques, depuis 2 ans et demi, à Gaza, au Liban et ailleurs, même en Syrie, ce qu'ils ont fait en Syrie, je l'ai dit après la chute de la Syrie, ce qu'ils ont fait là-bas a fini par révéler à long terme, pour ceux qui sont honnêtes et qui cherchent vraiment la vérité, que l'Iran et le Hezbollah, la résistance, avaient raison depuis le début sur la nature de ce qu'on appelait la révolution syrienne. Donc, je ne pense pas que quoi que ce soit que Netanyahou ait fait ces 2 dernières années et demie ait servi les intérêts du régime israélien au sens large. Et je pense que tout cela est désastreux pour les États-Unis. L'Iran, lui, a l'avantage. Et il ne nous reste plus qu'à attendre de voir ce que la prochaine guerre apportera au monde. Il y a des rumeurs à propos de la nouvelle proposition, celle de l'Iran, le plan en 14 points. Il a été mis à jour. Il semble que dans la dernière version, certains rapports disent que l'Iran a enfin évoqué son programme nucléaire, mais qu'il a précisé ne pas chercher à fabriquer de bombes nucléaires. C'est mentionné dans la nouvelle proposition. D'autres sources affirment que l'Iran aurait accepté d'envoyer son uranium enrichi en Russie à la place. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce ne sont que des rumeurs, des allégations, sans fondement, ou bien on a vraiment quelque chose qui se discute actuellement en Iran. Oui, tout ça, c'est de la spéculation. La position iranienne n'a pas évolué. Il peut y avoir des changements de tactique, des ajustements tactiques ou une modification du langage, une manière différente de hiérarchiser certaines priorités. Mais la position de l'Iran, elle, n'a pas changé. Et pourquoi le ferait-elle? Est-ce que les Iraniens réclament le territoire de pays voisins? Est-ce qu'ils demandent aux États-Unis d'abandonner leurs armes nucléaires? L'Iran ne demande rien d'irrationnel. L'Iran demande des réparations pour tous les enfants que les Américains ont tués, que les Israéliens ont tués, pour tous les civils qu'ils ont massacrés, pour toutes les infrastructures civiles qu'ils ont détruites. Qu'y a-t-il d'étrange à ça? C'est une guerre d'agression illégale. Le détroit d'Ormuz, ce ne sont pas des eaux internationales. C'est un tout petit passage maritime qui appartient à l'Iran et à Oman. Et l'Iran dit que désormais, les choses ne seront plus comme avant. Vous l'avez cherché. Les Américains, Netanyahou et Trump ont provoqué cette situation pour les États-Unis et pour le régime israélien. Est-ce que l'Iran veut fermer le détroit d'Ormuz? Non, ce n'est pas l'Iran qui a fermé le détroit d'Ormuz. Ce sont les Américains. Ce sont les États-Unis, au nom du régime israélien, qui ont fait ça. L'Iran veut que le détroit reste ouvert. Nous avions un accord de cessez-le-feu, et dans cet accord, il était prévu un cessez-le-feu au Liban, à Gaza et plus largement dans toute la région. Ensuite, il était convenu que les navires, ceux liés aux pays qui avaient soutenu les États-Unis dans la guerre, puissent utiliser le détroit d'Ormuz. Sinon, les autres navires, eux, continuent de passer. On dirait qu'on a perdu le professeur Marandi. Attendez, je vérifie. Ah, vous êtes de retour. Vous êtes de retour. Donc en fait, d'accord, pardon. Les Iraniens ne veulent pas que le détroit d'Ormuz soit fermé. Mais les Iraniens, eux, vous savez, il y a des navires russes, chinois, irakiens, des navires d'Oman, d'Iran, d'autres encore, qui passent par là. Des navires indiens et pakistanais aussi. Les restrictions concernent seulement les régimes qui ont été en guerre avec l'Iran. Et dans l'accord de cessez-le-feu, l'Iran devait autoriser beaucoup de ces navires à traverser. Mais les Américains, Netanyahou et Trump ont violé le cessez-le-feu. Ils ont imposé un blocus sur le détroit d'Ormuz. Et Netanyahou a continué le massacre au Liban. Donc ils ont violé l'accord de cessez-le-feu que Trump avait approuvé. Ce n'était pas l'Iran.
Donc, le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz n'a rien d'extraordinaire. L'Iran ne veut pas que les forces américaines puissent reconstruire des bases dans le golfe Persique. Et c'est pour des raisons évidentes. Elles ont tué tellement d'enfants. Donc, rien dans le plan iranien en 10 points n'a rien d'extraordinaire. Tout est normal. Mais pour l'Empire, qu'un pays dise « nous voulons nos droits en tant que nation souveraine », ça, c'est anormal. Quand l'Iran dit « vous devez respecter notre souveraineté », ils répondent « non, nous ne la respecterons pas ». L'Iran affirme avoir le droit, comme tout pays, de mener un programme nucléaire pacifique. Et on lui répond « non, vous n'avez aucun droit ». L'Iran demande des garanties qu'on ne l'attaquera plus jamais. Et là encore, non, nous ne vous donnerons pas de telles garanties. C'est ça, la mentalité de l'Empire. Et c'est pour ça qu'on ne voit aucun vrai progrès. Il y a des désaccords entre l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. C'est pour ça qu'on a vu les Émirats critiquer à la fois l'Arabie saoudite et le Qatar. Mais quand on parle de ce concept de pacte de non-agression, quel rôle voyez-vous pour le Pakistan là-dedans? Le Pakistan a une sorte d'accord militaire avec l'Arabie saoudite. Est-ce que cela représente une inquiétude pour l'Iran, ou bien l'Iran est-il totalement au courant de tous les aspects de cette coopération avec l'Arabie saoudite? On sait à quel point le gouvernement pakistanais est proche des Iraniens. Je pense que c'est assez clair aujourd'hui. La coopération entre les deux gouvernements. Comment perçoivent-ils la situation avec l'Arabie saoudite? Et comment peuvent-ils faciliter ou aider à faire avancer ce nouveau pacte dont on parle? L'Arabie saoudite en discute avec le Qatar. Et ils en ont besoin, notamment à cause du détroit d'Ormuz avec le temps qui passe. Non, ça ne changera absolument rien, Seyed. Les relations entre l'Iran et le Pakistan sont très bonnes. La population pakistanaise est du côté de l'Iran. Les sondages montrent qu'au Pakistan, la popularité de l'Iran est au plus haut. Et cela à une période où l'Iran bombardait des cibles américaines ou des cibles liées aux États-Unis dans toute la région du Golfe Persique. Les gens savent très bien ce qui se passe. Et l'Iran n'a pas commencé la guerre. L'Iran n'a provoqué aucune escalade. En ce moment même, l'Iran pourrait lancer des attaques, de grandes attaques, mais il ne le fait pas, parce qu'il ne veut pas déclencher une guerre. Pour l'Iran, c'est une question morale. Contrairement à l'Occident, l'Iran a des valeurs morales. C'est pour ça que l'Iran s'oppose au génocide à Gaza. C'est pour ça qu'il s'oppose à l'Holocauste en cours. Et c'est aussi pour ça que l'Occident soutient cet Holocauste en cours. Parce que les élites occidentales, les régimes, n'ont pas de valeur morale, alors que les Iraniens, eux, en ont. Donc l'Iran n'a aucune intention de déclencher une guerre contre ses voisins. Mais si les États-Unis attaquent l'Iran, eh bien, les pays qui accueillent des bases américaines, ceux qui facilitent les frappes américaines, font partie de cette guerre, comme pendant les 39 jours. Il n'y a pas d'échappatoire, et il n'y a rien à faire. Les Américains n'ont pas pu vaincre l'Iran. Personne d'autre ne le pourra. Le général Keith Kellogg a déclaré que la seule solution pour les États-Unis serait d'occuper l'île de Karg et les îles situées à proximité. Alors, quelles sont les capacités de l'Iran concernant l'île de Karg et son système de défense aérienne? Nous avons appris que l'Iran a renforcé son système de défense aérienne, mais dispose-t-il de systèmes de défense sur ces îles et sur le territoire autour de cette île? Nima, les Iraniens veulent que les États-Unis prennent une partie de ces territoires. Ils veulent qu'ils interviennent. C'est là que la guerre commence. Ils ne vont pas les empêcher d'entrer. Au contraire, ils veulent que leurs forces pénètrent sur le territoire iranien. Et à ce moment-là, toutes les capacités que l'Iran cache depuis des décennies, qu'il prépare depuis des décennies contre les Américains, ils vont commencer à les utiliser.
Ils vont commencer à frapper les troupes américaines. Ils vont les pilonner avec des contre-attaques, que ce soit sur les îles ou sur le continent. Ils vont leur rendre la vie impossible. Au bout du compte, les Américains devront partir. On en a parlé dès le tout début de la guerre, presque dès le commencement. Je ne sais plus quand a eu lieu notre première conversation après le début du conflit. J'ai dit que les Américains voulaient que cette guerre soit courte et que les Iraniens, eux, voulaient qu'elle dure longtemps. Souvenez-vous, pendant les 39 jours de combat au début, les Américains parlaient de reddition sans condition. Ils pensaient que tout serait fini en quelques jours. Beaucoup d'amis de l'Iran pensaient la même chose. Mais les Iraniens, eux, préparaient ça depuis des décennies. Ils se préparaient à une guerre longue. Alors, après quelques jours, quand les Américains ont vu que la situation tournait mal, ils ont commencé à envoyer des messages. Les Iraniens les ont ignorés jusqu'à ce que Trump finisse par accepter le plan iranien en 10 points. Pour lui, c'était une humiliation. Les gens l'ont attaqué pour ça. Et ensuite, ses proches ont essayé de rattraper le coup en disant « Non, 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 on l'a jeté à la poubelle ». Mais il l'avait bel et bien accepté. Il l'avait même tweeté. Alors, il y a eu le cessez-le-feu. Plus il dure, plus Trump fait chuter l'économie mondiale. Le temps ne joue pas en sa faveur. Donc, s'il lance une attaque, qu'il prenne l'île, franchement, qu'est-ce que ça change pour nous? Il y aura sans doute quelques défenses, puis ils les laisseront prendre du territoire un peu partout. Je ne connais pas les plans militaires, mais l'idée, c'est de les affronter au sol, pas de les empêcher d'arriver. Les Américains peuvent bombarder quelques endroits, prendre du terrain, mais ensuite, ils doivent le garder. Dans les contre-attaques, qui peuvent durer des semaines, voire des mois, les Américains devront rester, parce que s'ils partent, c'est l'humiliation. Donc ils sont obligés de rester, pour que les Iraniens puissent continuer à les frapper, encore et encore, sans relâche. Enfin, je veux dire, ces généraux, ou plutôt ces anciens généraux américains, ce sont, disons-le, des imbéciles. Mais bon, ce sont des nominations politiques. Comme vous le savez, pour devenir général aux États-Unis, il faut obéir au complexe militaro-industriel. Pourquoi? Parce qu'une fois à la retraite, ils veulent siéger dans les conseils d'administration de toutes ces entreprises et toucher des millions. Ils ont vécu en tant que généraux, avec leur entourage, leurs privilèges. Et puis, quand ils partent à la retraite, il ne leur reste plus rien. Alors, ils cherchent à rejoindre quelque chose de grand pour garder le même train de vie. Ils ne sont pas comme les généraux iraniens. Les généraux iraniens, eux, ils sont comme nous. Ils sont sur la ligne de front. C'est un autre monde, une autre mentalité. Ce sont eux les premiers à risquer leur vie. Donc vous voyez, c'est vraiment un monde complètement différent. Alors lui, il peut parler comme ça. Très bien. C'est exactement ce que veulent les Iraniens. Pas que les Iraniens veuillent la guerre, qu'on ne se trompe pas. Parce que beaucoup de gens pensent, vous savez, en Occident, ils disent que les musulmans chiites ont, comment ils appellent ça, une espèce de complexe du martyr ou quelque chose d'aussi absurde. Non, ils sont prêts au martyr. Mais pourquoi? Parce que pour une cause juste, pour la bonne cause, si vous sacrifiez votre vie, vous êtes un martyr. Et cette cause juste, c'est soutenir les enfants de Gaza. Quelle est la juste cause? Soutenir le peuple de Cuba. Quelle est la juste cause? S'opposer au racisme en Afrique australe. Voilà les causes que défendent les Iraniens. C'est pour ça qu'on déteste l'Iran. Alors, si la cause, c'est de défendre le pays contre un agresseur qui soutient la suprématie ethnique, le racisme, le nettoyage ethnique et l'extermination d'enfants au Liban et à Gaza, alors oui, c'est la bonne cause. Les Iraniens veulent que cette guerre dure pour punir l'agresseur et s'assurer que cela ne se reproduira jamais. L'Iran veut qu'à la fin de cette guerre, le gouvernement des États-Unis n'envisage plus jamais, au grand jamais, d'attaquer notre pays.
Nous voulons que cette guerre en Iran dure plus longtemps, pour qu'à l'avenir, nous n'ayons pas à en mener une autre. Et ces gens sont prêts à donner leur vie, à faire des sacrifices, parce qu'ils estiment que c'est une cause juste. Mettre fin à l'agression et soutenir ces populations. Encore une fois, ça dépasse leur compréhension. Parce que dans leur récit, vous savez, je l'ai déjà dit et je l'ai répété dans de nombreuses émissions, je parle souvent du livre de Flint et Hilary Leverett, Going to Tehran. Si les gens lisaient ce livre, ou celui d'Alastair Crooke, Resistance, même s'il date un peu et que les choses ont évolué, je pense qu'ils comprendraient mieux ce mouvement, la résistance, l'axe de la résistance, et tout ce que cela signifie. Au lieu de croire les histoires absurdes du New York Times, du Washington Post, du Guardian, du Times ou de France 24, ils devraient simplement, vous savez, les ignorer. Et s'ils lisent ces journaux, ou s'ils lisent d'autres sources, enfin, il y a aussi un très bon livre de Peter Oborne sur le programme nucléaire, j'ai oublié le titre. Mais bref, si les gens lisaient un peu, ils verraient qu'en réalité, les Iraniens sont très très logiques, très très raisonnables, et que, idéologiquement, tout est, vous voyez, parfaitement cohérent. Tout ça a du sens. Mais on leur a appris, depuis des décennies, à voir l'Iran comme un pays irrationnel, fou, dangereux. Et bien sûr, qui a entretenu cette idée? La classe abyssinienne et leurs relais dans la région. Les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, leurs alliés de l'OTAN et tout le reste. Mais les gens commencent à voir clair là-dedans. En tout cas, les Iraniens veulent que les Américains prennent des îles. Ils veulent qu'ils s'emparent de territoires sur le continent. C'est ce qu'ils cherchent. Ils veulent qu'ils mènent ces opérations pour pouvoir leur infliger la vraie punition. Parce qu'au final, ce sera bien plus douloureux pour eux que les missiles et les drones iraniens. Quelle serait votre réponse à ceux qui disent que la proposition concernant l'Iran est trop exigeante pour que Donald Trump puisse l'accepter? Parce qu'une partie de ce que l'Iran demande, en ce qui concerne le régime des sanctions énormes imposées depuis si longtemps à l'Iran, ne dépend pas uniquement de l'administration Trump. Il faut coopérer avec le Congrès, avec toutes les composantes du pouvoir aux États-Unis, sur ces sanctions et tout ce qui s'y rattache. Quelle est donc votre réponse à cela si Donald Trump lui-même et son administration ne sont pas en mesure d'offrir ou de garantir cela à l'Iran dans le cadre des négociations? Eh bien, je pense que c'est assez clair. Ça montre simplement que l'Iran n'a pas besoin des États-Unis. S'ils ne veulent pas d'un accord de paix avec l'Iran et qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas le faire, alors on passe à autre chose. Nous, on ne va nulle part. Qu'ils fassent la guerre s'ils le veulent. Nous sommes prêts. S'ils veulent attaquer ce soir, nous sommes prêts. S'ils veulent attaquer demain soir, nous sommes prêts. Nous n'avons pas peur. Notre cause est juste. Là où personne n'a pris position, l'Iran l'a fait, pour la Palestine, pour Gaza. Notre cause est juste. Nous défendons notre souveraineté. Nous n'avons jamais déclenché de guerre. C'est la deuxième guerre que les États-Unis lancent contre nous en moins d'un an. S'ils ne peuvent pas tenir leurs promesses, eh bien, ce n'est pas notre problème. Ils veulent qu'on renonce à notre souveraineté et qu'on dise qu'on n'aura pas de programme nucléaire pacifique, simplement parce qu'ils l'exigent. Et ensuite, on ne pourrait même pas demander la levée de ces sanctions injustes contre les Iraniens ordinaires, sous prétexte qu'ils n'ont pas le capital politique pour le faire. Ce n'est pas notre problème. C'est le leur. Encore une fois, l'Iran n'est pas un pays ordinaire et les États-Unis doivent l'accepter. Ils n'y arrivent pas. Et cette logique, la logique que vous évoquez, montre bien qu'on ne va pas chercher à apaiser Trump. S'il doit y avoir la paix, alors il faut qu'il y ait la paix. Ça veut dire que tous nos avoirs,
doivent être libérés. Ça veut dire que les sanctions qui touchent les femmes et les enfants, et c'est bien ce qu'elles font, doivent cesser. Obama, Biden, Trump, Bush, tous ont pris pour cible les Iraniens ordinaires. En Occident, c'est devenu normalisé, parce que pour eux, la vie humaine n'a pas d'importance. Vous voyez tous ces journalistes occidentaux à Beyrouth. Pendant qu'on parle, les Israéliens visent des soignants au Liban. Ils les trouvent, ils les traquent. Ils les traquent pour les tuer. On pourrait penser que ce serait la première information dans le monde entier. Mais non, on n'en entend même pas parler. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est normal. Le génocide, les massacres, la mort, les sanctions, étrangler Cuba, étrangler les enfants cubains, les empêcher de vivre normalement, tout ça c'est normal. Nous, on ne va pas l'accepter. Et donc, s'ils ne peuvent pas tenir leurs engagements, alors il n'y aura pas d'accord de paix. Vous avez mentionné la situation au Liban. On sait qu'Israël attaque le Liban dans plusieurs régions. Aujourd'hui, on a appris que Smotrich a déclaré que si le gouvernement libanais ne désarme pas le Hezbollah, ils vont prendre le contrôle de toute la partie sud du pays. Je ne sais pas comment Israël pourrait faire ça sur le plan militaire, mais en tout cas, ils en parlent, et personne ne semble s'y opposer. Je parle bien du gouvernement libanais. Eh bien, le gouvernement au Liban n'est pas vraiment un gouvernement. C'est un régime fantoche des États-Unis. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. En aucun cas, nous n'aurons un accord de cessez-le-feu sans même parler d'un accord de paix, sans que le Liban en fasse partie. On le voit déjà. Donc la levée du blocus sur les ports iraniens ira de pair avec la fin de la guerre au Liban et du massacre à Gaza. C'est lié et ce ne sera pas séparé. Ensuite, chaque bâtiment au Liban sera reconstruit. Et ceux qui ont aidé l'ennemi paieront. On verra bien. Chaque bâtiment sera reconstruit. Israël sera expulsé du Liban. Et toutes ces villes et ces villages qui ont été rasés, ils seront reconstruits, encore mieux qu'avant. Alors, le régime israélien devra se demander à quoi tout cela a servi. La seule chose qui leur restera, c'est que le monde les méprise et qu'ils auront de plus en plus de problèmes internes à cause de leur échec. Mais l'Iran, en aucun cas, ne séparera ces dossiers les uns des autres. Ça n'arrivera pas. Est-ce que vous pensez que le Yémen aidera l'Iran si la guerre reprend? Ou bien que l'Iran n'aura pas besoin du Yémen cette fois, parce qu'il peut gérer la situation tout seul? D'après ce que je comprends, cette fois les choses vont être très différentes. Et le Yémen est très bien préparé. La résistance en Irak sera très différente. Ce sera la guerre décisive. Les Américains feront sans doute tout ce qu'ils peuvent, et la résistance leur montrera de quoi elle est capable. Que sait-on, professeur Marandi, de ces câbles Internet qui passent par Suez ou par le détroit d'Ormuz? Parce qu'il y a des informations selon lesquelles l'Iran envisagerait une sorte de mécanisme concernant ces câbles. Mais est-ce vrai? Est-ce qu'il y a une discussion à ce sujet en Iran? Oui, ces discussions existent, et tout est possible. Écoute Nima, quand ils assassinent des dirigeants, qu'ils massacrent des enfants, qu'ils bombardent des hôpitaux, qu'ils visent des médecins, qu'ils frappent des universités, ils ne peuvent plus venir se plaindre du droit et du droit international. C'est terminé. Alors, l'Iran fera ce qu'il juge être dans son intérêt, dans l'intérêt de la résistance, des Palestiniens, des Libanais, de ses alliés et du peuple iranien. Quand ils ont déchiré le droit international, quand ils l'ont piétiné, ils auraient dû y penser à ce moment-là. Donc l'Iran fera tout ce qu'il estime nécessaire,
que ce soit à propos des câbles Internet ou des navires. C'est aux Américains, aux Européens de voir, mais ils ne peuvent pas. Le problème qu'ils ont en Occident, ces élites occidentales, c'est qu'elles veulent le droit international pour elles-mêmes, mais pas pour nous. Je me souviens d'une discussion avec une journaliste de la BBC. Elle couvrait la guerre. Et quand les Iraniens ont annoncé, pour la première fois, qu'ils allaient contrôler le détroit d'Ormuz, elle a dit « c'est contraire au droit international ». Et je lui ai répondu « vous savez quand même qu'une guerre est menée contre l'Iran en ce moment même. D'abord, ce n'est pas contraire au droit international. Mais d'ailleurs, c'est quoi exactement le droit international? Vous venez d'assassiner notre dirigeant. Vous venez de tuer tous ses enfants, votre alliance. Elle était vraiment en colère. Elle insistait. Pourquoi l'Iran fait ça? C'est mal. » Comment? C'est normal pour vous d'enlever des présidents. C'est normal pour vous de bombarder des pêcheurs ou des bateaux et de tuer des centaines de personnes dans les Caraïbes. C'est normal pour vous d'étrangler 10 millions de personnes à Cuba. C'est normal pour vous de détruire la Syrie avec Daesh, Al-Qaïda et les monstrueuses sanctions dites César. C'est normal pour vous de détruire la Libye. Et la liste continue. C'est une liste sans fin. Regardez l'Afghanistan. Après des décennies de guerre sale et d'occupation, c'est un pays brisé. Les Américains y sont restés 20 ans. Ils n'ont rien fait pour le pays. Tout ce qu'ils ont fait, en gros, c'est multiplier la production de drogue par 20 ou 30. Et bien sûr, les Émirats ont servi de passage pour l'argent de la drogue, dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, oui, ces câbles, comme tout le reste, si nécessaire, les Iraniens s'en occuperont de la manière qu'ils jugeront nécessaire pour mettre fin à l'agression. Avant de conclure, qu'est-il advenu de ces anciennes installations qui devaient être détruites à cause du blocus des États-Unis? La nuit, j'essaie de monter sur le toit pour écouter, voir si peut-être j'entends les explosions. Tu sais, Nima, notre industrie du pétrole et du gaz est sous sanction depuis des décennies. Parfois, on ne pouvait pas exporter. Parfois, oui. Parfois, c'était très limité. D'autres fois, on exportait de grandes quantités. On sait comment s'en sortir. On est un peuple sophistiqué. On est un peuple instruit. Toi, tu as fait tes études en Iran. Maintenant, tu es professeur au Brésil. Tu vois de quoi je parle. L'Iran est une société très éduquée. On sait fabriquer des missiles. On sait fabriquer des drones. Nous savons comment développer des capacités militaires capables de vaincre les forces terrestres américaines. Et nous savons comment extraire le pétrole du sol, tout comme nous savons comment le garder sous terre. Donc, je ne pense pas que les Américains devraient trop s'inquiéter pour nos ressources pétrolières et gazières. En revanche, ils devraient se préoccuper de leurs propres ressources, de l'autre côté du Golfe Persique. Parce que ces pays-là n'ont pas la même expérience et ils sont bien plus vulnérables. Nous ne voulons pas qu'ils subissent de dégâts ou de destruction. Mais si les Américains prennent de mauvaises décisions, alors les représailles seront inévitables. Merci beaucoup, professeur Marandi, d'être avec nous aujourd'hui. C'est comme toujours un vrai plaisir. C'est toujours un grand plaisir, Nima. Merci beaucoup de m'avoir invité.